Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la 7e illusion. Aujourd'hui, moi, l'hôte de ce record, Jules Melon, je suis en compagnie de Hugo, le cinéma d'Hugo. Ah, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas parlé cinéma ensemble. Comment vas-tu? Bah, ça va très bien. Effectivement, ouais, ça fait pas mal de temps qu'on s'est pas vu, notamment sur la 7e illusion, donc je suis très content de pouvoir reparler cinéma ici. Et alors, on a choisi un film franco-belge qui est sorti mercredi dernier, là, il y a une petite semaine, donc, enfin, 5 jours au moment où ce record est publié. La nuit se traîne, réalisé par Michiel Blanchard, dont c'est le premier long métrage. Il avait fait un court qui était sympathique, qui s'appelle T'es morte Hélène, que j'avais découvert sur Shadows à l'époque. Je crois qu'il n'y est plus, mais bon, si jamais il réapparaît un jour, n'hésitez pas à le voir. Et ici, pour ce premier long, il réunit au casting, alors déjà un acteur qu'on a vu il y a peu de temps dans Les Rascals, un très bon film de Jimmy Laporal-Trésor. Et c'est pas tout à fait le même genre ici, mais il a un rôle quand même bien péchu, Jonathan Feltre, qui est parti pour être une des révélations au niveau acting en France, là, avec ces deux rôles-là. À ses côtés, on retrouve Natacha Krief, Jonas Bloquet, que vous avez pu voir notamment dans La Nonne, alors c'est probablement pas le meilleur film dans lequel il est joué, et il y a alors Romain Duris qui joue le méchant, qu'on voit pas beaucoup, mais un petit peu à contre-emploi. Citons également Musti, je crois que c'est un chanteur-rappeur belge qui est là, et Sam Louvik qu'on reconnaît Tout à aussi. fait. Alors, nous avons ici clairement une œuvre thriller d'action néo-noir polar qui va se dérouler en une unité de lieu, Bruxelles, et de temps, la nuit, qui va nous plonger, on va dire, dans les méandres d'un jeune homme qui s'appelle Madi, qui est serrurier, très honnête, hein, vraiment, et qui va se retrouver malgré lui impliqué dans une affaire de gangstérisme à haut niveau, quand il doit voilà, forcer un appartement, soi-disant parce que la propriétaire aurait oublié ses clés, sauf que cette propriétaire, elle est complice des gangsters et elle va en profiter pour récupérer de l'argent. Et notre cher Madi va se retrouver face à face avec le vrai proprio, qui est quelqu'un de très extrême droite, on va dire ça comme ça, on va pas sortir des mots ici, mais vous avez compris, et il va se faire tabasser, il va devoir le tuer pour survivre, et derrière, donc Madi doit passer la nuit pour récupérer l'argent, car les gangsters le tiennent comme responsable. Va-t-il survivre? Va-t-il retrouver cette mystérieuse jeune femme qui l'a blousé? Et on a un personnage ici qui va donc fuir en avant, après avoir vécu une vie jusqu'ici peut-être un peu à part, on y reviendra parce que c'est intéressant, alors que dans la ville de Bruxelles, il y a une grande nuit blanche, manifestation, rassemblement en mode Black Lives Matter contre les violences policières, et Dieu sait qu'il y en a beaucoup de ces manifestations-là, et pour cause, hein, parce que la police tue, rappelons-le. Et il y a peut-être un parallèle à faire avec ces mouvements-là et la fuite de Madi ou pas, mais on y reviendra parce que l'aspect social politico-contexte est assez intéressant ici à, on va dire, j'allais dire évaluer, peut-être le mot est un peu fort, mais à questionner dans un film qui quand même fonce tout droit dans l'action avec très peu de temps mort. Et mon cher Hugo, qu'as-tu pensé de ce film qui, sur le papier, sur le sujet, peut te tenir à cœur comme ça? Mais justement, à quel point est-il réussi selon toi ou non? Bah ouais, j'apprécie beaucoup La Nuit se traîne. C'est un projet qu'on peut comparer à un certain Vermine, sorti l'an dernier, puisque c'est un film qui parle, de moins en fond, des violences policières, pardon, je vais y arriver, et qui pour autant est un vrai film de genre, qui a vraiment l'intention d'être avant tout un film de divertissement, voire même de spectacle, et l'alliage entre un film, un brûlot politique, quand même tourné à gauche, et un vrai film de divertissement, bah, c'est un alliage qui fonctionne très bien. Pourtant, c'est un alliage que on peut trouver délicat parce que parfois le fond est un peu anti-spectaculaire, ou alors les trop, ça arrive aussi parfois dans les films traitant de la violence policière. Je vais pas citer d'autres noms, mais je pense qu'on a un film qui nous vient tous en tête. Et, et donc ouais, c'était un projet fort appréciable, d'autant plus que c'est un film à petit budget qui n'a pas de quoi vraiment mettre en place tout un process de film d'action. Et pour autant, bah, il y arrive parfaitement. D'abord parce que c'est tenu niveau mise en scène. Il y a vraiment des choses, on en reparlera certainement, mais qui sont vraiment exceptionnelles, caméra en main, etc. Et c'est aussi un film très ancré dans une certaine idée du cinéma de genre et du cinéma de la nuit, si on peut dire ça comme ça, puisque
que on l'a beaucoup cité comme l'un des grands frères, si on veut, de La Nuit se traîne, mais Collatéral de Michael Mann, où toute la filmographie mannienne, justement, qui se retrouve un peu dans La Nuit se traîne, sur le plan esthétique en tout cas. Donc c'est un alliage de plein de choses qui fonctionnent très bien. Pour moi, le seul vrai petit regret de ce film, c'est quand même Romain Duris qui ne fait pas le poids face à tout le reste du casting qui est pourtant bien moins renommé que lui, quoi. C'est vraiment pour moi un peu la tache noire de ce long métrage. Mais il y a plein de choses super intéressantes à en dire et c'est une vraie bonne surprise. C'est une vraie belle surprise, tu as raison. On pourra toujours trouver des réserves, on y reviendra après, mais le film grandit bien dans ma tête. C'est-à-dire que moi, quand je suis sorti de la salle, j'étais là en mode, ah oui, j'ai pris mon adrénaline, c'est assez extraordinaire sur ce plan-là. On voit évidemment les parentés, hein. Tu as parlé de Collatéral, c'est évident. Il y en a une autre sur laquelle nous reviendrons en zone spoiler quand même, parce que d'ailleurs, ça spoilera le film qui le référence, mais c'est pas grave, hein. Il y a, voilà, cette idée à la fois, c'est marrant parce que le titre, c'est La nuit se traîne. Et tu as l'impression quand même qu'elle a beau se traîner la nuit, l'action ne se traîne pas, elle, pour le coup. C'est assez intéressant. C'est que ça n'arrête jamais. À part des petits moments où on se pose, notamment avec le personnage de la jeune femme qui se fait appeler Claire, tout le lore autour d'elle, mais on va pas revenir là-dessus. L'idée qu'il y a un des gangsters qui va avoir plus d'importance que d'autres aussi, et c'est pas Romain Duris, hein, pour le coup, qui est juste là en tant que boss. C'est d'ailleurs très intéressant de le voir en tant que Vincent dans le film, alors que dans Collatéral, le personnage du tueur et tout s'appelait Vincent. Je pense que le lien est là. Et on a un magnifique Bruxelles by Night qui ne nous laisse pas le temps de trop contempler les lieux quand même, et où on a un personnage principal qui se retrouve, et ça c'est la descente aux enfers, quoi. Dans l'idée où on le sent, il est un petit peu en train de vivre sa vie en mode rangé dans la société, mais sorte de mouton noir, hein, comme le dit une des personnes qui intervient dans le film à un moment, on y reviendra, qui participe à la manif. Et il va limite, par ce film-là, retrouver contact avec le réel. Moi, c'est ça qui me plaît avec le recul de ce film, dans le sens où tu as l'impression qu'il se conforme à beaucoup de choses. Il a eu un petit passé de cambrioleur, il est devenu serrurier, c'est quand même très amusant, ça. On peut pas mieux se ranger, si on veut. Et on le voit, il est très honnête, hein. Ah oui, il faut que je prenne votre photo d'identité, machin, tout ça. Il est hyper professionnel. Et là, il va être rappelé à l'existence, dans un sens où, arrivé face à cette situation inextricable, il va se rappeler qu'il est vivant. Et d'ailleurs, il marche sur l'adrénaline là-dessus. Et c'est là où, finalement, le fond social, le contexte politique, avec la manif, Black Lives Matter, anti-violence policière, ça paraît un peu artificiel de prime abord quand tu sors du film, en mode c'est là pour le décor, c'est là pour offrir des scènes à un moment au sein de la foule, avec la police et tout. Mais quand il pense, c'est justement avec ce qui se passe là, en parallèle avec ce qui se passe dans la rue et les meurtres de la police, hein, lors d'interventions bien trop musclées, qu'il lui-même, avec cette situation-là, il se réveille. Et il se réveille et il se rend compte de certaines choses. D'ailleurs, quand il lui arrive ce qui lui arrive, à un moment, il hésite à se rendre à la police. Mais il regarde la télé et il comprend qu'il doit vraiment se réveiller. Et lui, le seul réveil qu'il va avoir, c'est fuir. C'est faire son petit truc, retrouver contact avec le réel, parce que c'est pas forcément en restant conforme qu'il pourra trouver une solution et une sortie de secours. Moi, je trouve que le film, il est beaucoup plus malin qu'il n'y paraît au final. Et cette subtilité-là fait que si, voilà, en sortant de la salle, j'étais là en mode, oui, niveau formel et tout, c'est extraordinaire. Bon, des fois, il se la pète un peu, le film, hein. C'est un premier film. C'est-à-dire que tu as des scènes, tu te dis, est-ce que c'est vraiment nécessaire? Il y en a une que j'ai vraiment aimée, hein. C'est le vélo avec le drone qui va dans le métro. Mais est-ce que c'est nécessaire? Formellement, c'est extraordinaire. C'est pour montrer aussi l'urgence de la situation. Mais voilà, on peut toujours se poser ces questions-là. Mais après, c'est du cinéma libre. Il a le droit aussi de se faire plaisir, le metteur en scène, et fait plaisir aux spectateurs. Donc, c'est ça le principal. Mais je Et moi, trouve je trouve que c'est nécessaire, hein. Et alors, cette scène-là, pour le coup, elle est plus nécessaire que d'autres. Par exemple, plus nécessaire que l'intro où la caméra se retourne avec le titre, par exemple. Quoique, justement, si, elle est nécessaire parce que ça va se retourner pour le personnage principal aussi. Et en fait, au final, le film est beaucoup plus profond qu'il n'y paraît sur l'aspect fond et politique. Et j'ai envie de dire que même c'est très intéressant de voir qu'il est moins frontal là-dessus, et c'est pas plus mal. Parce que ça peut être, après, on a beaucoup, voilà, il y a beaucoup de films politiques, hein, ça peut être galvaudé de retrouver les mêmes clichés, les mêmes trucs.
Et là, je trouve que sur 2, 3 petits dialogues, des petits moments où il regarde la télé, où il parle à ce monsieur qui fait des manifs, qu'il voit avant dans la rue, eh ben, c'est passionnant, en fait. Quand il le traite de mouton noir, par exemple, c'est passionnant. Voilà, c'est juste une réplique à un Oui. moment. Et en fait, le film, il est beaucoup plus fort qu'il n'y paraît. D'autant plus que la fin va le rappeler à ça aussi. Et ça fait partie de ces films intéressants parce qu'il y a une intensité du moment où tu te dis, bon, voilà, ok, tu sors de là, tu as pris ton plaisir et tout, et allez, dans 2, 3 jours, tu l'auras un peu oublié. Mais en fait, non. Mais en fait, non. Donc, je pense qu'il réussit son pari. Là, j'ai mis 7 sur 10 sur Letterboxd, hein, 3,5. Je suis à 2 doigts de le monter à 8, par exemple. Rien que pour ça. Et il y a moyen qu'à la relecture, il gagne comme cela. Un peu comme Vermine, hein, d'ailleurs. Parce que Vermine, il était plus frontal. Peut-être que c'est l'inverse de Vermine, en fait. Vermine, est-ce qu'il garde, on va dire, une certaine force dans le temps parce qu'il est plus frontal. En même temps, le style horrifique fait qu'il y a cette frontalité. Là, avec le côté néo-noir thriller où quelqu'un, on va dire, opère une nouvelle naissance, il se réveille, on va dire ça comme ça, peut-être que ça mérite d'y réfléchir plus sur la longueur avec le temps. Je ne sais pas ce que tu en penses là-dessus, mais est-ce que toi, ça a évolué par rapport à la sortie de salle? Parce qu'on en a parlé un petit peu, toi et moi, à ta sortie de salle aussi. Ouais, ouais, bah ça a clairement évolué parce que je me suis rendu compte que c'est un film en fait extrêmement subtil. Rien que le fait de placer tout ce contexte politique de Black Lives Matter et des violences policières au sein de Bruxelles, bah c'est pas un choix anodin parce que Bruxelles, ça reste la capitale européenne, enfin l'une des deux capitales européennes où sont décidés tous les actes politiques, etc. Donc placer une manifestation à Bruxelles, d'autant plus dans des thématiques qui sont très ancrées en Europe, notamment bah, les violences policières ou la place des personnes originaires d'Afrique, etc., qui ont une ethnie qui fait que dans les pays, notamment francophones, ils n'ont pas la pleine possession de leurs droits. C'est quelque chose de fort, fort impactant. Mais je reviens aussi sur ce que tu disais d'un point de vue plus formel, sur la subtilité du métrage. Tu l'as dit tout à l'heure, c'est un film qui est une descente aux enfers. D'un point de vue narratif, certes, c'est évident, mais aussi dans sa mise en scène. Tu parlais de ce plan un peu tape à l'œil en intro où la Terre se retourne. Bah oui, si on le prend indépendamment de tout le film, oui, peut-être que c'est un peu tape à l'œil et que ça cite un peu trop Michael Mann. Mais quand on regarde dans la mise en scène, tout est une question de verticalité et tout est une question aussi de descente en souterrain. Ce fameux passage du vélo que tu disais où il essaye de fuir ce gangster, ben c'est ni plus ni moins qu'une descente aux enfers, littéralement filmée par un drone qui va le suivre sur un vélo et qui va descendre dans une bouche de métro, donc en sous-sol, où quand il va retrouver ce personnage de Claire dans la boîte de nuit, ce sera également dans un sous-sol. Pareil, dans une autre course-poursuite effrénée, il va passer par un ascenseur qui est un ascenseur qui descend. C'est plein de micro-détails comme ça qui forcent la verticalité et le mouvement vers le bas. Et donc, je pense que tous ces éléments rassemblés font vraiment cet effet de descente aux enfers. Et tout ça, sachant qu'à la surface, bah, il y a cette grande manifestation au cœur de Bruxelles, bah, ça montre que les fondations de la ville bruxelloise sont étonnamment fragiles. Non pas d'un point de vue architectural, bien sûr, mais de tout son contexte politique, social, etc. Tout ça est très fragile et c'est un film qui en fait se place au bord de l'effondrement, que ce soit pour chacun des personnages, chacun est en difficulté, que ce soit bien sûr Maddy, mais aussi Romain Duris qui lui se retrouve bah, en difficulté parce qu'on lui a pris de l'argent qu'il devait et que s'il ne rend pas, ça va lui coûter la vie. Pareil pour cet autre gangster, etc., qui va être le principal antagoniste du film. J'essaye de pas trop spoiler, mais finalement, c'est une descente aux enfers pour tous les personnages, pour toute la ville. Bref, tout est au bord de l'effondrement et je trouve que c'est magistralement mis en scène, surtout avec ce contexte bruxellois qui est vraiment l'un des grands points forts de ce film. Alors ça, c'est vrai, c'est intéressant de voir des gens qui souffrent, hein, d'une manière ou d'une autre, ou qui font souffrir. Bon, il y a Maddy qui est là, il se rend pas compte, mais il va se rendre compte, il va revenir donc, on va dire, dans le réel. Tu as alors, le gangster qui s'appelle Théo, joué par Jonas Bloqué. On sent que, de toute façon, il est sur le qui-vive. On pourrait croire qu'il va, oui, il va ambitionner peut-être de prendre la place de Vincent, dans le sens où c'est son bras droit. Donc, tous les films de gangsters, vous avez le boss et le bras droit. Avec le bras droit, il faut toujours se méfier. C'est une manière, il y a
Là-dessus, c'est très, très, très évident. Le personnage de Romain Duris, qui est un peu le boss, mais il y a toujours plus fort comme boss. On le voit à un moment avec son bébé, il est complètement... Il est à cran aussi, ils sont tous à cran. Et à côté, donc ça, c'est les gens qui souffrent, mais qui font souffrir aussi, c'est des gangsters. Et à côté, vous avez la population, hein, notamment donc des minorités qui souffrent, elles, à cause des violences policières. Donc tout le monde souffre, c'est-à-dire que dans ce film, ça se passe de nuit, il n'y a personne qui dort, tous les gens que l'on voit à l'écran souffrent, directement ou indirectement, et font souffrir. Et la descente aux enfers, elle est là, elle s'opère, avec aussi d'ailleurs un dialogue qui peut paraître frontal pour le coup, mais en soi, il est plutôt bien écrit entre Maddy et donc le personnage de Jonas Bloquet, Théo, où Maddy pense avoir touché le fond. C'était la première partie, ça. Voilà, il est récupéré par les gangsters. Mais bon, en fait, tu as le personnage de Théo qui dit non, mais il n'y a pas de fond. Hein. Il n'y a pas de fond, on peut toujours aller plus bas. Et donc, ça confirme ce que le film va faire. Parce que quand on pense qu'il a touché le fond, en fait, on peut creuser. Il y a encore pire. Et c'est un peu la nuit sans fond. Hein, la nuit se traîne et tout. D'ailleurs, ça me fait penser qu'il y a un film de S. Craig Zahler qui s'appelle Traîner sur le bitume, qui se passe en mode nocturne aussi. Alors, plus du point de vue flic et plus droitard, hein, parce que Zahler est un réalisateur de droite, mais alors, un excellent réalisateur. Et ici, justement, ça retourne un peu ce genre de film-là, plus d'un point de vue de la population qui en souffre, de ses autorités, de ce rapport à l'argent, parce que les gangsters, c'est le rapport à l'argent, hein, de toute façon, parce que la société a laissé tomber certaines personnes qui ne peuvent vivre que par la violence, et d'autres personnes qui subissent la violence. Donc, il y en a un qui est complètement aliéné dans le film, c'est le personnage de Musti, là, le chanteur-rappeur belge, qui, lui, pour le coup, est que dans l'ambition, avec ses dents en fer, là, on dirait un méchant de James Bond, enfin, un wannabe qui aimerait être aussi charismatique qu'un méchant de James Bond. Et lui, on le voit, par exemple, pendant tout le film, c'est celui qui va subir, en gros, les ordres et qui va faire, il veut tout faire aussi pour, on va dire, faire son ascension sociale à lui aussi. Donc, tu as tout ça, tu as la violence qui est palpable. C'est pas pour rien que le premier personnage au début qui est tué, là, le propriétaire, est quand même quelqu'un donc de très extrémiste. On voit le brassard hein, de ce fameux mouvement du Troisième Reich, dont on ne cite pas le nom. Mais ça peut paraître frontal et cliché, mais en soi, non. En soi, non. C'est que la violence, elle est là. L'argent vient ici de quelqu'un qui a ces idées-là. Enfin, qui était caché par quelqu'un qui avait ces idées-là. Donc, il y a tout un truc aussi. L'argent sale, quoi. Que l'argent vient de cette société capitaliste, et on le sait, la société capitaliste, à une époque, a un petit peu quand même, hein, la bourgeoisie au sens large, fricoté avec le fascisme et apparenté. Hein. Pas pour rien qu'aujourd'hui, dans la société... D'autant plus en France. Hein. Ouais, mais voilà, quand on voit la situation politique actuelle, sans dire plus, parce que voilà, on voit bien que certains qui ont le pouvoir aujourd'hui, qui sont très, très, on va dire, capitalistes, bah, sont beaucoup plus dérangés par ce qu'ils appellent l'extrême gauche que ce qui est l'extrême droite. Qui est, hein, voilà, là aussi, la situation se retourne. Hein. La caméra se retourne, mais en vrai, dans notre réalité. Mais bon, parenthèse fermée, qui n'est pas vraiment une parenthèse. Et le personnage de Maddy, moi, je trouve que c'est extraordinaire. La façon dont il est déshumanisé. Enfin, c'est quelqu'un qui vit sa vie en mode, voilà, je suis serrurier, j'ai pas de famille, il est tout seul. Il écoute une musique hors du temps. Ça, c'est intéressant, ce choix. Une musique de Petula Clark, je crois qu'il y a une musique des années 80, qui s'appelle La nuit n'en finit plus, qui est un écho au titre. Ça paraît étonnant qu'un jeune comme lui, qui doit avoir 25 ans, grosso modo, soit bloqué sur une musique comme ça qu'il écoute en boucle. On ne sait pas pourquoi, peut-être que ça a un rapport, un souvenir au père et tout, le père n'est plus là. La mère, on ne sait plus. Le gars, il a l'air complètement, en fait, en décalage avec la société moderne. Et il va être remis dans la modernité de façon hardcore. C'est là-dessus que le film fonctionne bien aussi. Le choix de cette chanson est pas anodine. Hein. C'est pas, voilà, il n'écoute pas un morceau je sais pas, de rap ou d'électro actuel, par exemple. Non, il écoute un morceau de Petula Clark, quoi. Qui écoute du Petula Clark en 2024 quand tu as en dessous de 30 ans? Je sais pas, est-ce que ça, pour toi, ce morceau qui revient d'ailleurs, dès qu'il démarre la voiture, le morceau n'en finit plus aussi. Avec les paroles, t'écoutes les paroles, moi je me suis amusé vers la fin, là, sans en dire plus, quand il y a l'ultime fuite vers la gare, les paroles sont presque ironiques, il y a presque de l'humour, ouais, c'est presque de l'humour noir à un moment. Mais je ne sais pas si tu as fait attention à ça, par rapport à l'idée de la romance aussi, qu'il espère peut-être vivre, mais c'est absolument impossible. Quand il fait ce go fast à la fin avec la police qui le poursuit. Je ne sais pas si cette musique t'a marqué ou pas. Est-ce que tu as trouvé d'ailleurs ce choix assez étonnant ou finalement avec le recul il paraît logique?
J'ai trouvé ce choix ni étonnant ni logique, mais je l'ai trouvé bienvenu parce que, encore une fois, c'est comme tu l'as dit, une certaine touche d'humour, une marque de cynisme qui est assez bienvenue dans un film quand même assez lourd à porter. Euh, et c'est bien d'en rire aussi avec cynisme. Et en même temps, c'est aussi intéressant parce que ce film et ce genre de film en particulier a tout pour sombrer dans divers stéréotypes, notamment sur la jeunesse, sur les personnes noires et sur les jeunes noirs en Europe. Euh, Là, c'est un moyen brillant de faire contre-pied à tous ces stéréotypes-là et, euh, et à faire plein de choses, pas forcément sur le plan musical, mais narrativement, cette musique, elle a une importance et je trouve que le réalisateur la porte à merveille. D'autant plus que, tu l'as dit, c'est un film où tout le monde souffre de cette nuit qui n'en finit plus. Et, euh, et c'est particulièrement intéressant de voir le film en fait ne fait que porter un masque parce que ce film a une certaine obsession du nettoyage aussi. C'est-à-dire que tout ce qui peut euh, entraver finalement le bon déroulement de la nuit, tout ce qui n'est pas à sa place finalement va être débarrassé. Enfin, tout ce qui n'est pas à sa place, bien sûr, on se comprend, pour le système politique et capitaliste qui régit tous les individus de cette société. Par exemple, bien sûr, la scène de crime au début, puisque le film commence sur un crime, sans trop en dire. euh, ben, l'enjeu, ça va peut-être de la nettoyer. Alors forcément, on va se dire, c'est logique, c'est une scène de crime, il faut la cacher. Oui, mais un crime, ça dénote dans une société. Donc, ce qu'on va camoufler, en fait, on va camoufler le cadavre aux yeux de la société. C'est ce que fera aussi le personnage de Romain Duris en camouflant les corps, etc. Enfin, en demandant de Mhm. faire camoufler les corps. Et c'est quelque chose qu'on va reprendre aussi avec cette manifestation aux yeux du système, on va appeler ça comme ça. Cette manifestation n'a pas sa place dans les rues bruxelloises, d'autant plus cette nuit. Donc qu'est-ce qu'il va faire? Et bien à la fin, un plan très simple où quand Maddy est arrêté par la police, ben, on va voir défiler derrière des éboueurs ou des travailleurs de la ville qui vont nettoyer les traces de cette manifestation et de fait bah, supprimer l'existence de celle-ci. Et il y a plein de petites choses comme ça, de petites traces de crasse aux yeux du système qui vont être supprimées. Tu parlais avant de Romain Duris qui porte son bébé. Bah oui, bah, c'est aussi un peu ça, c'est que il supprime toute sa cradeur intérieure, je ne saurais pas comment dire ça, mais tout son côté, sa double vie, bandit, etc., va être camouflé, va être caché parce qu'il porte son Oui. enfant, etc. Dans le détail, il y a plein de petites choses comme ça. C'est soit les personnages portent des masques et ne sont pas vraiment qui ils sont. Par exemple, Maddy qui va soudainement interroger Claire, c'est pareil. Il va finalement porter un masque pour soit quitter le système, soit pour s'y jeter dedans à pleines dents, quoi. Et Oui, non, donc mais c'est un peu une obsession du nettoyage qui est prise sous deux tangentes différentes dans le film. Soit on le fuit, soit on s'y enfonce. Et je trouve ça particulièrement brillant parce que c'est, en termes de mise en scène, parfaitement introduit, quoi. Le personnage de Romain Duris, d'ailleurs, on le voit quand il est chez lui avec son bébé, c'est la grande bourgeoisie, hein, superbe appart et tout. Enfin bon, il en a bien profité, mais c'est intéressant, c'est soit nettoyage, en effet, soit par étouffement. D'ailleurs, Romain Duris, pour supprimer les gens qui le dérangent, il a une façon de les tuer qui est particulière. Il pourrait utiliser un flingue et tout. Non, il lui en met du scotch pour les empêcher de respirer sur le nez et la bouche. Donc il étouffe. Il essaye d'étouffer tout bruit, toute révolte. Et après, voilà, les corps finissent dans des bâches potentiellement. C'est intéressant cette idée-là que du coup, d'ailleurs, c'est l'idée du masque aussi, tu en as parlé, mais quand on m'a dit au début, est à deux doigts de se faire tuer dès qu'il est face au gangster, il le torture pour qu'il révèle des choses. Quand tu le vois avec le scotch pendant quelques secondes et tout, il a un masque en fait. Et ça, ce qui est intéressant, c'est que après, pour survivre dans la nuit, il est obligé de devenir l'image du gangster, sans en dire plus. On va rentrer dans la zone spoiler après, et que même à un moment, il reprend une réplique de Vincent du personnage Romain Duris pour menacer quelqu'un en mode mais c'est pas crédible quoi. Et on sent qu'il se sent obligé pour vivre. Et là, je rejoins ce que tu dis sur le fait que la place d'un jeune de la minorité aujourd'hui comme lui dans le monde, c'est soit c'est subir et se faire taper, soit avoir la chance, oui, la chance, soit faire semblant de pas voir ce qui se passe autour, faire le mouton et vivre sa vie, mais seul.
comme lui il le fait, il est serrurier, isolé, il est devenu super honnête et tout, mais il s'en fout de ce qui se passe autour de lui. Et il suffit qu'il lui arrive une bricole pour qu'il se rende compte que, ah ben ouais, moi aussi en fait je suis victime du système. Système ici corrompu par le crime et tout, mais le système quand même. Et je rejoins sur un truc aussi là, je rebondis sur une chose, c'est qu'on a des personnages de comics, hein, finalement, quelque part dans le film. Enfin, c'est pas des personnages d'une réalité absolue, c'est des personnages stéréotypaux exagérés. On n'est pas loin, par exemple, alors c'est pas non plus la même approche, mais d'un Sin City, je sais pas si alors, soit la série comics de Frank Miller, soit le film qu'il a co-réalisé avec Robert Rodriguez. Oui, Robert Rodriguez, je sais. Mais il a fait des films intéressants, Robert Rodriguez, quand même. Cette idée que voilà, c'est un monde de nuit où tu as des gens qui vivent par leur fonction et qui en surabusent. Quand tu vois le personnage de Vincent, quand même, alors certains disent que Romain Duris cabotine et joue mal. Mais c'est juste qu'il joue un stéréotype. C'est le méchant un peu impassible qui veut faire son charismatique et tout, mais qui en fait est à cran au fond de lui, quoi. Et au final, la scène avec le bébé montre, selon moi, que Romain Duris ne joue pas si mal que ça ici. Enfin, il joue bien ce que le réalisateur veut qu'il joue, selon moi. Après, je sais que Romain Duris, il est peu apprécié ces dernières années. Depuis le règne animal, il y en a qui le défendent à mort et qui le fracassent en deux. C'est assez amusant. Non mais Duris, il a ce truc d'aller toujours chercher un film qui le sort de sa zone de confort. Je pense que c'était évidemment le cas pour le règne animal, mais on l'a vu dans des choses un peu plus sombres. Alors je n'ai plus le nom du film, mais peut-être que c'était Arès ou quelque chose comme ça. Pareil, un peu science-fiction dans Paris. C'est un film qui date d'il y a quelques années maintenant. Dans la brume. Dans la brume. Oui, dans la brume, exactement, dans la brume. Et voilà, il a toujours des choix un peu particuliers de films, toujours un peu aussi centré sur le genre. C'est un acteur qui n'hésite pas à y aller. On l'a vu aussi dans Les Trois Mousquetaires récemment, etc. Et donc c'est pas totalement invraisemblable de le voir dans une telle proposition de genre de gangster, etc. Et effectivement, c'est un personnage qui cabotine, peut-être pour la bonne chose, puisque effectivement, un gangster, même dans la vraie vie, est quelqu'un qui joue un rôle. Et forcément, il fallait un moment ou l'autre que ça joue mal pour qu'on se rende compte qu'il joue un rôle. Mais cependant, il y a quand même pour moi quelque chose qui détonne avec Duris. C'est pas forcément une sorte de cabotinage, et c'est un peu compliqué à expliquer, mais j'ai l'impression que dans son rapport qu'il a avec les autres comédiens, c'est là que ça foire. Parce que quand on le voit seul, on se rend compte de cette supercherie, du faux rôle qu'il tient, etc. Mais pour autant, quand il est en commun, quand il est mis en commun avec d'autres personnages, bah là encore, il doit porter ce masque, là encore, il doit jouer ce faux rôle. Sauf que le problème, c'est que les acteurs avec qui il partage la réplique, eux, jouent comme si c'était crédible, en fait. Et donc, il paraît ridicule, enfin son personnage du moins paraît ridicule par rapport à tous les autres. Donc en fait, le problème n'est pas forcément Duris en lui-même et son jeu, le problème c'est un problème plus général de direction d'acteurs, de certains qui sont des bandits crédibles et d'autres non. Et d'autant plus qu'il y a cette histoire de hiérarchie qui se fait où Duris est le boss des autres, et pour autant il a moins de charisme, beaucoup moins que ses, on va dire, ses sous-fifres, quoi. Donc, c'est peut-être là que ça déconne, en fait. C'est pas une question de charisme, c'est une question d'extravagance sur certaines choses. Mais justement, on va rentrer dans la zone spoiler. Avant la zone spoiler, ouais, peut-être la musique, vite fait. Alors, musique d'ambiance, très bien. Voilà, là-dessus. C'est exactement ce qu'on attend de ce genre de film. Je l'ai écouté un peu à part, la BO. Elle est bien. Il y a du crescendo, par exemple, à certains moments. En fait, plus tu avances dans le film, plus j'ai l'impression plus elle est impactante. Mais à saluer, parce que ça fait partie de l'habillage, un film comme ça. Bien sûr, photographie, montage, tout ça, tout est très important dans un film. Mais la BO, on en parle rarement. Ici, elle cherche pas à être spectaculaire, mais elle accompagne bien l'ambiance. Je sais pas si elle t'a plus marqué que cela, mais si elle t'a pas marqué plus que cela, c'est qu'elle fonctionne bien aussi en soi, tu vois. Parce que oui, quelque part, oui. Ouais, non, moi, la BO, je l'ai pas remarqué du tout pendant le long métrage, mais c'est peut-être l'avantage. C'est que finalement, une BO qu'on remarque pas, c'est une bonne BO. Donc en soi, non, parce qu'il y a quand même cette ambiance, c'est que j'ai aussi l'impression, d'une manière générale, et pas que sur la musique,
que c'est un film qui est très en apesanteur. D'abord parce qu'il y a étonnamment beaucoup de plans de drone. J'en ai parlé avec des gens, on m'a cité Michael Bay et son ambulance. Oui. Le parallèle n'est pas totalement con. Hein, Voilà. parce qu'il y a beaucoup de plans de drones qui donnent l'impression de l'éviter, qui volent tout doucement, enfin qui donnent l'impression de voler tout doucement, mais qui pour autant sont quand même hyper rapides. C'est aussi des drones qui vont un peu se balader dans des endroits exigus, cette fameuse bouche de métro avec le vélo dont on parlait. Donc ouais, il y a une sensation d'apesanteur, même aussi narrativement, avec tous les personnages qui ne savent pas s'ils doivent sortir de cette bulle de gangstérisme ou s'y enfoncer encore plus pour pouvoir réussir. C'est tout un concept de lévitation. Ouais, il y a la maison. Ouais, tout à fait. D'ailleurs, il y a un truc qui m'a très étonnant, mais ça aussi, c'est un des détails du film. C'est-à-dire qu'ils vont voir les prostituées et tout, et il y a quand même des gosses qui font leur devoir, quoi. Ça montre la misère sociale absolue, c'est qu'il y a des mères ou des grandes sœurs qui sont obligées de faire ça et surveiller les gamins qui vont à l'école, quand même. Enfin, qui font les devoirs pour l'école. C'est sur ces petites idées que le film est fort. Hein. Ouais, mais ça, c'est malheureusement des réalités. Alors, pas forcément qu'avec la prostitution, mais des gens qui souffrent et ils doivent en même temps faire des trucs et surveiller leurs enfants ou leurs petits frères et petites sœurs. Et la misère, elle est là. C'est-à-dire que c'est terrible. Hein. Ça pourrait paraître cliché comme ça, mais c'est pas idiot d'imaginer que malheureusement, on a des cas comme ça, où tu as des personnes qui reçoivent des gangsters chez eux pour dealer de la drogue et tout, et tu as les petits frères et les petites sœurs à côté qui jouent et qui font leur travail. Hein. Malheureusement, c'est... Et rappelons que c'est une maison close en Belgique aussi. Hein. Oui, voilà, mais... C'est intimement lié à la politique du pays. Et c'est terrible, parce que la maison close, oui, à un moment, le personnage m'a dit est enfermé, mais le personnage de Théo, Jonas Bloquet, a oublié qu'il était serrurier. Moi, ça m'a fait beaucoup rire, ce moment-là, justement. C'est que dans l'urgence du truc, ils pensent pas à tout, les gangsters. Et le film, là-dessus, joue bien. C'est-à-dire que ce sont des gens qui sont à cran et qui font des conneries, même quand ils pensent avoir le dessus. Du coup, alors, avant la zone spoiler, on vous invite à aller voir le film si vous l'avez pas vu, parce que là, au moment où on publie cette vidéo, normalement, c'est lundi. Donc vous avez encore la soirée du lundi et toute la journée du mardi pour aller le défendre, parce que c'est pas évident qu'il soit partout en deuxième semaine. Voilà. Parce que malheureusement, ces films-là, souvent, disparaissent vite avec l'actualité. Mais avec un peu de bol, il restera une deuxième semaine dans pas mal de salles aussi. Mais sinon, spoiler. Alors, justement, on en parlait du personnage de Théo. Théo, qui est le bras droit de Romain Duris, donc joué par Jonas Bloquet, qui est vraiment... Là aussi, c'est un acteur qui joue bien les personnages à cran, hein, Jonas Bloquet. Là, certains vont dire qu'il est en surjeu sur certaines scènes, mais moi je le trouve très bon justement dans l'idée que le gars, lui, il touche pas le fond. Il est en descente perpétuelle. Et donc on apprend que c'est lui qui a fait voler l'argent par Claire, qui s'appelle Julie en vrai, qui est sa sœur. Et ce qui est encore plus fort dans ce truc, c'est que sa sœur, peut-être sa petite sœur, j'en sais rien, on ne saura jamais, c'est elle qui a eu l'idée pour sortir son frère de cette spirale infernale qui descend de la criminalité. C'est elle qui s'est dit, bon, il faut qu'on se barre de là. Donc on va faire ce dernier coup, et rendez-vous à la gare pour Amsterdam le matin même. Et moi, je trouve ça très fort, c'est qu'on a ici un gars qui est censé être costaud, tu le vois, costaud, charismatique du gangster, qui est en fait un pauvre enfant fragile, et c'est sa sœur qui prend le dessus, qui prend les choses en main, en mode posé et tout. C'est bien ça aussi. Ça montre que ici on est dans un monde toxique masculin du gangstérisme, où peut-être finalement l'étincelle et l'espoir vient de la femme. Donc c'est aussi un film qui est très... Et c'est le seul personnage féminin du film. Littéralement. À part les prostituées qu'on voit, à part une qui a arrêté, la dame aussi qui a arrêté avec les policiers et tout, qui a son petit discours de violence policière. Mais sinon, voilà, on a un personnage féminin hyper passionnant ici. On la voit pas beaucoup. On la voit au début, au milieu et à la fin, quoi, un petit peu. Enfin, surtout au début et à la fin. Et je sais pas ce que tu as pensé de ce personnage-là, donc, de sœur qui essaye de sortir son frère de cette spirale-là. D'abord, j'ai trouvé que Paul Mescal était très bon dans ce film. Non, si vous avez vu la gueule de l'acteur, vous aurez la vanne. Mais c'est vrai qu'il y a un petit ressemblance entre Paul Mescal et Jonas Bloquet, un peu, avec les cheveux. Et... Ouais, un petit peu. Mais ouais, du coup, pensé à Aftersun. J'ai beaucoup pensé à Aftersun. J'ai vraiment beaucoup pensé à Aftersun. Mais non, pour revenir sur ce personnage féminin de Claire / Jolie. C'est un personnage que j'apprécie beaucoup parce qu'encore une fois, c'est un personnage qui est en lévitation et en perpétuelle nuance. C'est un film qui a beaucoup de nuances. C'est à la fois
quelqu'un qui cherche à fuir le système gangsteriste, on va dire, dans lequel est imprégné son frère. Pour cela, elle a besoin d'argent pour fuir et cet argent, elle va l'obtenir en se servant de ce même système gangsterisme. C'est plein de petits cercles vicieux qui tournent comme ça et qui entremêlent tous les personnages quasiment. Et elle en fait partie, c'est-à-dire que elle sait qu'elle doit littéralement faire du mal à un serrurier innocent, le mettre en danger de mort hein, pour parvenir à voler l'argent, mais pour autant, sans avoir forcément de remords, elle va aider ce serrurier-là plus tard. C'est un personnage qui est extrêmement dans la nuance et qui arrive quand même à avoir des choix logiques ou du moins compréhensibles pour nous spectateurs. Parce que un tel personnage au cinéma, c'est souvent compliqué de le suivre parce qu'il va prendre des choix toujours contraires les uns aux autres. Et au final, ça a plus l'impression d'être un personnage qui sert au scénariste. Là, c'est pas du tout le cas. Là, il y a une vraie nuance, il y a une vraie intelligence aussi dans l'écriture de ce personnage. Peut-être même plus que chez Maddy ou que chez le personnage de Duris. En même temps, on ne peut pas départager tous les personnages avec toutes leurs nuances de façon égale, c'est impossible. Mais avoir fait le choix de tout centrer plus finalement sur Claire, sa Julie, que sur Maddy, parce que finalement, c'est elle qui prend l'action, donc d'une certaine manière, c'est aussi elle le personnage principal, plus ou moins, en tout cas. Euh, donc c'est un choix plutôt intéressant d'avoir ce faux premier rôle aussi sur le personnage de Maddy, qui finalement ne fait que subir les actions et les choix de la vraie, du coup, protagoniste de ce métrage. Et non, c'est pareil, c'est très subtil comme écriture. C'est pour un premier film, je trouve ça vraiment bluffant, quoi. Bah, c'est le personnage qui est le personnage clé du film. Elle s'appelle Claire en plus dans son pseudo. Alors c'est très amusant ça, parce que c'est elle qui va apporter la lumière, peut-être la légèreté. C'est le seul personnage qui pourrait avoir de la légèreté, alors que tous sont en train de tomber hein, au fond du gouffre, quoi. Et elle s'appelle Claire. C'est amusant parce qu'au final, elle apporte l'espoir de arriver à l'aube, peut-être. Parce que bon, on le sent et Maddy a un coup de cœur pour elle. Mais on va jamais tomber dans la romance à la con. Hein. Au début, quand ils se rencontrent, bon, face à la porte et tout, on sent qu'il y a une fausse drague et tout, mais bon, elle le manipule. Lui, il est touché et tout. Mais le film va jamais tomber dans le poncif en mode ah, il faut que je sauve la femme que j'aime à la fin. D'ailleurs, c'est beaucoup plus ambigu, c'est que bon, on apprend que Théo est le traître, etc. Maddy va bien jouer son coup, c'est-à-dire que c'est extraordinaire ce qui lui arrive à Maddy. C'est un gars qui est donc censé être rangé dans le système, à vivre sa vie comme il peut, mais il va devenir vraiment un gangster, et c'est lui le plus malin de tout le film. C'est-à-dire qu'il va réussir à piquer le téléphone de Théo, à se faire passer pour lui, à donner des faux rendez-vous à la boîte de nuit, machin chose, à manipuler. Lui aussi, en fait, il devient le manipulateur. Et donc, il arrive à ses fins, c'est-à-dire qu'il arrive à faire dénoncer Théo grâce à une vidéo. Théo se fait prendre la main dans le sac. Vincent, son boss, Romain Duris, du coup, l'étouffe avec le scotch et le tue. Limite, on est presque à moitié triste de voir ce personnage mourir comme ça, hein, d'ailleurs. Parce que tu le sens fracturé, qu'il est tombé dans le gangstérisme presque par défaut, et qu'il aurait pu avoir sa rédemption grâce à sa sœur, mais non. Il se fait avoir. Et Maddy est responsable de la mort de Théo. Donc, techniquement, Maddy, indirectement, a tué quelqu'un dans le film. C'est terrible. Hein. Et Vincent, qui est quand même le gangster, qui a une certaine classe en mode ok, t'as rempli ta part du contrat, je vais te laisser en vie, je vais te laisser partir, je garde la preuve du crime au cas où. Ça sous-entend qu'un jour je te rappelle si j'ai besoin de tes services, hein. On le sait, hein, on connaît l'idée. Mais il est réglo, il le laisse partir. Et Maddy est libre. Mais il se rend compte, grâce au post-it qui était là, hein, de Claire qu'il avait appelé au début, il se rend compte que s'il n'intervient pas, il va être responsable aussi de la mort de Claire. Et là, à la fin, il décide d'aller la sauver. Enfin, c'est pas en mode sauveur masculin et tout, là, pas du tout. Il fait son go fast avec la police derrière, et là, le film sort du réel. Je sais pas ce que tu en as pensé. Le film sort volontairement du réel sur plein de choses, dans le sens où, normalement, en vrai, personne n'aurait fait ce que Maddy a fait à la fin. Il aurait laissé Claire mourir et tout pour sa survie. Mais non seulement, voilà, il sort du réel parce qu'il se fait poursuivre par la police. C'est improbable, hein, tu as 8 voitures, la bagnole de Maddy part en tonneau, il se fait encercler et tout, il est KO. Et à peine 30 secondes après, non seulement il reprend connaissance, mais il se barre à pied, ce qui n'a aucun sens.
la police ne lui tire pas dessus, il arrive à les blouser. Ça n'a absolument aucun sens sur le moment, sur le plan scénaristique réel. Mais le film est volontairement dans une sorte d'autre réalité. Il entre dans une forme de conte de sauveur à la fin, où Maddy arrive comme ça, l'aube, à la gare extraordinaire et tout. Il va courir vers Claire, quasiment au ralenti. Il me semble que la scène est au ralenti, pour la prévenir, parce qu'il y a un des bras droits, dents de fer, là, de Vincent qui s'apprête à la tuer. Il va courir vers elle pour la prévenir et la sauver. Et pour cela, qu'est-ce qu'il fait? Il se sacrifie, clairement. Et là, on est dans une scène qui rappelle la fin de l'Armée des 12 singes. Pas de la même manière, mais avec la vision de ou la jetée de Chris Marker, mais plus l'Armée des 12 singes du coup, où la femme voit quelqu'un en train de mourir pour elle, quelque part. Enfin, voilà. Et cette fin, est-ce que tu es d'accord avec moi sur le fait qu'elle sort presque du réel, en fait? Où on rentre dans un cliché romanesque, si on veut. C'est pas tant une question de sortir du réel à mes yeux, c'est plus une question de tout d'un coup sombrer dans le fantastique. Et c'est pas totalement pareil. C'est que on est tout d'un coup dans une sorte d'excentricité où plein de choses vont se passer, c'est pas rationnel. On est un peu dans le trap de Shyamalan aussi, hein, en mode plus c'est gros, plus ça passe. C'est pas faux. Et ben oui, là c'est exactement ce qui se passe sur cette fin. Et oui, bien sûr, je pense que c'est une fin qui a été pensée pour référencer l'armée des 12 singes parce que il y a tout, absolument tout qui fait, même dans la mise en scène, on est quasiment sur du plan par plan quand il appelle Claire et que on entend le tir et puis après on le voit tomber dans un espèce de ralenti, etc. C'est quasiment du plan par plan et tout. Mais pour autant, la référence, elle est là, elle s'inscrit et elle est finalement presque logique parce que finalement cette entrée dans le fantastique, c'est aussi une certaine manière d'espoir. C'est que tout d'un coup le personnage se réveille, ce qu'on a attendu tout le film finalement, il se réveille, il reprend l'action, ça devient lui le personnage principal et ça ne devient plus clair. Hein, il y a encore une inversion d'épaule et donc l'espoir renaît, mais il se fait abattre parce que encore une fois, on en revient encore une fois à ce système de boucle. On en revient au départ, la police tue. Et on retombe là-dedans. Donc c'est une fin qui est tout à fait logique, quoi. Très intéressant ce que tu dis, parce que oui, on sort du rationnel et tout, du réel, ou on rentre dans le fantastique, peut-être. Mais le réel se rappelle à nous à mort à la fin, puisqu'encore la police tue, les gens autour filment, et c'est en écho donc de la marche blanche de la nuit. Encore une fois, l'histoire se répète. Et c'est presque ironique ici, parce que elle se répète sur un acte magique, enfin magique. Oui, c'est vrai que Trapp, la façon dont il s'en sort à la fin, c'est quasi trappesque. Peut-être que, alors, pour le coup, c'est un gros hasard, parce que les films sont sortis en même temps, donc voilà. Mais en plus, il a été piégé dans la nuit, le personnage principal, pour le coup, comme il était piégé dans sa propre vie. Et cette fin, il y a la brutale réalité qui revient, et elle se confirme, l'idée du quasi fantastique ou romanesque conte et tout. C'est que bon, voilà, là, il y a le concret avec les gens qui filment, encore une fois, etc. La radio ou la télé qui en font joue. Et il a sauvé Claire. Claire est dans le train. Alors, la fin, elle est magnifique. Elle est dans le sens. Là, on est dans des poncifs, mais ça fonctionne jusqu'à avant. Et que Claire, elle est dans le train. Elle a la petite larme qui coule parce qu'elle pense qu'il est mort. C'est pas la petite larme du petit garçon à la fin de l'Armée des 12 singes, là. C'est la larme de Claire. Elle se dit, il est mort pour moi. Mais en même temps où elle pleure, il y a la lumière de l'aube qui vient peindre son visage, synonyme d'espoir. Et en effet, le plan d'après, on voit Maddy qui rouvre les yeux. C'est-à-dire qu'il va survivre. Il va survivre, mais combien d'années de prison il va faire, hein? C'est ça aussi. C'est la terrible réalité, parce que, poum, le film se termine là-dessus, tu te dis, ah, super cool, il a survécu, elle aussi. Mais il va passer peut-être une dizaine d'années en prison. Voilà, voilà. Fin de l'histoire. C'est quand même une fin douce Et amère, oui. ça. Ah bah oui, mais on est encore une fois dans ce truc de la nuit, l'obscurité se traîne. Et elle se traîne juste, même après, finalement, le temps de la nuit, quoi. C'est une obscurité éternelle, un peu. C'est... Ça montre que finalement, malgré tout, c'est un premier long très nihiliste. Vraiment très nihiliste, très sombre, D'ailleurs, qui subit sa situation politique. Hein. D'ailleurs, un truc encore plus terrible, mais Vincent est là, il est tout témoin, il voit donc que Maddy a mis clairement en péril, du coup là, elle est partie avec l'argent. Clairement,
on peut même imaginer que Vincent va remettre la preuve qu'il a tué le gars du début à la police. Donc il va pas passer 10 ans en prison, mais une vingtaine d'années, voire plus. Parce que clairement, il va se venger comme ça, Vincent. Il va pas le sortir de prison et tout derrière. À moins que, t'imagines, La Nuit se traîne 2, où Vincent vient en prison en mode je te fais libérer et tout, mais tu es à ma merci maintenant. Bon, on va peut-être pas exagérer quand même. Mais moi, je pense que la logique voudrait plus qu'il se venge et qu'il donne les preuves à la police. Quoique, tu sais pas. Parce que quand tu vois dans le regard du personnage de Romain Duris, tu as l'impression qu'il se dit quand même, c'est fort ce qu'il a fait, le gamin. Peut-être qu'il va le laisser quand même. Moi, je pense que la logique, elle suit tout ce que le film a fait, c'est-à-dire on continue de creuser. Donc, Voilà. potentiellement, hypothétiquement, Vincent va le balancer. Voilà. On touche pas le fond, jamais. C'est ça. Et c'est ce que nous répétera tout dans le film, quoi. C'est que Maddy, limite, ça aurait été mieux pour le film, pour lui, ça aurait été mieux qu'il meure vraiment, en fait, à la fin. Tu te dis. Ah bah bien sûr. Voilà. Parce qu'il la reverra jamais, Claire. Hein. Ça, tu peux être sûr. De toute façon, elle ne peut pas revenir. C'est mort. Et lui, bah, il est blessé déjà, donc, et puis il va être en prison, donc c'est mort. Ils se reverront jamais. Mais il a fait un acte héroïque. Il y a eu une rédemption du fait que d'une, il a vécu sa vie en fermant les yeux jusqu'ici. Voilà. Il va devenir l'exemple et le héros de beaucoup de gens, voilà, de minorités de sa génération. Il va devenir clairement un héros. Tu vois. Finalement, là-dessus, oui, il a un aspect pratiquement christique à la fin, c'est que on croit qu'il est mort, mais il ouvre les yeux. Bon, on peut toujours imaginer. Mais ça aurait été mieux pour lui qu'il meure, parce qu'il serait devenu une idée, et au moins, bon, de toute façon, vu la vie qu'il a eue avant et ce qu'il attend après, il valait mieux qu'il en reste là. Mais non, non, non. Le film creusera peut-être un avenir pour lui, hors champ. On peut tout imaginer. Mais c'est quand même une œuvre, voilà, c'est une première œuvre où il y a beaucoup de choses à faire, beaucoup de choses à dire. C'est vrai que c'est comme Vermine, on a des premiers longs métrages ces derniers temps, qui prouvent que le cinéma français se porte super bien. Alors ici, franco-belge, hein, parce que le réalisateur, il est belge quand même. Donc cinéma belge, cinéma français, le cinéma francophone se porte bien, parce qu'on a eu beaucoup de films québécois très intéressants aussi ces derniers mois, ces dernières années. Et qu'on a besoin de ce film-là. Oui, vas-y, Hugo. Et la Suisse aussi a fait de très bons films. Oui. On se souvient par exemple de... ah bah j'ai plus le titre, mais de ce film avec les montres, les horloges, etc. qui était... ah oui, oui, alors là, est-ce qu'il est... Voilà, mais désordre, mais il n'est pas francophone. Il n'est pas francophone. C'est suisse germanique, je crois, de langue. Mais bon, peu importe. C'est voilà, le cinéma européen, ben, le cinéma hors blockbuster, machin, se porte bien. Voilà, on va simplifier le truc. C'est dire que bah oui, non, parce que c'est vrai que, bah, oui, je comprends beaucoup de gens qui n'ont pas le temps et qui n'ont pas des passes ciné et tout, bah, vont regarder que des grosses productions. C'est normal. Nous, on a la chance d'avoir un pass ciné, d'être passionné, donc on prend du temps pour ça, forcément. Parce que sinon, on peut prendre du temps pour plein d'autres choses aussi, c'est normal. Mais c'est quand même le genre de film qu'on vous invite à aller voir en salle, clairement, parce qu'il n'y en aura pas deux des films comme ça cette année, je pense. Enfin, du moins dans une production francophone. Et ça promet. Voilà. Parce que Mickey Blanchard, avec ce premier film-là, il pose les jalons, voir où il ira après, ça sera intéressant. Il a été dans le domaine plus ou moins horrifico, sombre dans son premier film, mais avec de l'humour, T'es morte Hélène, son premier court-métrage. Là, l'humour est moins présent, mais quand même, on peut sourire face au destin aussi. On est quand même dans quelque chose de frontal. Je le verrais bien faire un film d'horreur, d'ailleurs, tant qu'à y être. En plus, le cinéma d'horreur belge est très qualitatif et très. Il y a beaucoup de bonnes choses dans le cinéma d'horreur. On pense à Fabrice Duvels, hein, par exemple, en Belgique. Donc pourquoi pas, mais ce qui est sûr, c'est que foncez, quoi. Finalement, c'est marrant. On a bien fait d'enregistrer cette émission 2-3 jours après avoir vu le film. Parce que si on avait fait le soir même, on n'aurait peut-être pas dit tout ce qu'on a dit. Ouais, c'est sûr, ça. Et c'est ça, il faut laisser traîner son avis des fois. Tiens, la nuit se traîne. Mais les avis peuvent aussi se laisser traîner et c'est ça qui est important. Et on le reverra, je pense, ce film, on le reverra. Il sera sûrement disponible en VOD juste à la fin de l'année. Voilà, comme ça vous pouvez... Ouais, dans 6 mois sur Canal+, c'est pas impossible. Dans 4 mois, même des fois en VOD, c'est 4 ou 6 mois, ça dépend. Mais en tout cas, il y aura moyen, à mon avis, de le voir. Imagine si Netflix l'achète aux États-Unis, il sera même disponible avant. Parce que c'est arrivé pour Vermine, ça, je crois. En tout cas, merci Hugo de cette discussion. Ça faisait longtemps, voilà. Et la 7e Illusion qui est heureuse d'accueillir de nouveaux membres aussi. Voilà, qu'on salue s'ils nous écoutent. Et d'ailleurs, la prochaine émission, sans spoiler, va faire apparaître 2 de ces 4 nouveaux membres.
Vous pouvez d'ailleurs faire vos pronostics en commentaire. Qui de Albator, Skull Kid, Léo ou l'ami Samir Microciné seront dans la prochaine vidéo. Vous avez 2 chances sur 4, donc une chance sur 2. Voilà. Toi, tu sais, pas le dire, parce que l'émission est déjà mais je ne enregistrée. dirai rien. En tout cas, merci Hugo. Et il n'y a plus qu'à continuer à aller au cinéma, c'est important. Et de dire aux gens à bientôt. Ciao, ciao. Salut, salut.